Bon, voilà. 8h32. Vous avez tellement aimé cette intervenante-là la semaine dernière que, écoute, on va lui reparler le plus souvent possible d'une certaine façon, parce que je l'aime bien aussi. Et Cathy Ducharme, la semaine passée, on lui a parlé. Cathy, qui est une ancienne animatrice de radio, mais qui a aussi un cabinet et qui traite la dépendance, entre autres, chez des patients. Et on a parlé de la dépendance, entre autres, à la rentrée scolaire, le stress. Et on a parlé de ça, rentrée scolaire, qui est ici dans le domaine du roi ce matin. Et vous avez adoré ce segment-là. C'est le segment qui, dans toute l'émission, depuis que je produis l'émission, ça n'a pas été le plus écouté. Le plus écouté aura été la fermeture slash le Gaspésien qui est à vendre du côté de Dolbeau-Mistassini. Mais dans celui où j'ai eu le plus de réactions, c'est celui avec Cathy. Fait que, écoute, on s'est parlé cette semaine, puis le courant passe bien entre Cathy et moi. Alors, Cathy me disait la semaine passée, ouais, avec l'accident de Johnny Gaudreau, ça tombe direct dans les cordes que moi, où je suis spécialiste, que je traite. Fait que on va parler de dépendance ce matin, puis on l'accueille à nouveau. Cathy Ducharme qui est avec nous. Cathy, bon matin. Bon matin, Patrick. Comment ça va? Tu te remets de ton lundi? Ouais, écoute, ça a été une grosse fin de semaine. Je pense que j'aurais pu avoir une consultation privée en fin de semaine avec toi. Ça m'aurait fait du bien. La journée de congé a fait très du bien, disons. On va dire ça de même. On va en profiter. Moi aussi, j'en ai profité. C'est-à-dire, pas qu'on va en profiter, mais j'en ai profité aussi. Je te dirais que j'aurais peut-être pas été en mesure, moi non plus, de faire un live. Hier, Sérieux? j'étais contente que ce soit la fête du travail puis que je travaille pas. Ouais. Ouais, vraiment. Écoute, notre sujet de matin, certains diront que c'est un vieux sujet parce que ça s'est Ouais. passé jeudi dans la nuit, vendredi matin. Mais tant qu'à moi, c'est un sujet qui est vraiment beaucoup d'actualité parce que les conséquences de ce qui s'est produit dans le décès de Johnny Gaudreau et de son frère qui allait assister au mariage de leur sœur et qui ont été happés par un chauffeur qui était, à ce qu'on en comprend, visiblement en boisson dans l'histoire. Il l'a admis de toute façon, hein, c'est écrit Il l'a admis. OK, il j'avais l'a pas vu la admis portion où il avoir l'avait admis. pris 5 à 6 Oui, consommations. Souvent, de mon expérience à moi, quand on dit 5-6, il y a des chances que ça soit plus que ça. ouais, c'est ce que. Oui, moi aussi, quand j'ai lu ça Une sur le petite 5-6. bière, un petit verre de vin, en général, c'est une demi-bouteille, une bouteille, tu sais, Ouais. un 6-pack, tu sais, on minimise pour se sentir moins poche, mais Ouais. en tout cas, bref, il a admis, oui, effectivement. Ouais. Fait que là, évidemment, tu m'as dit, ben écoute, moi, c'est direct dans mes cordes, parler d'alcool, de dépendance à l'alcool suite à ce qui s'est passé. Fait que l'idée de notre discussion, ben, c'est d'essayer de déboulonner certains mythes, puis d'essayer de Ouais. faire réaliser certaines choses à certaines personnes, parce que souvent, je pense que avant que quelqu'un, puis moi, je vais clairement dire que je fais pas partie des gens qui sont alcooliques. Mhm. L'été, j'ai une plus grande consommation d'alcool due à l'univers du camping, les amis. Bon, il y a des amis. Bon, veux-tu une petite frette, mon Denis? Là, tu Ah sais, fait ouais. que ça jase. Mais outre ça, moi, au niveau de l'excès, c'est très rare personnellement que j'échappe ça. J'échappe ça. Par contre, je pense qu'un des symptômes premiers ou une des conséquences premières de quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, c'est de l'avouer. Je me trompe-tu ou je me Ben trompe oui. pas? Non, tu ne te trompes pas, c'est sûr. Tu sais, avouer qu'on a une problématique, c'est difficile parce que, premièrement, une des caractéristiques qu'on retrouve chez tous les dépendants confondus, que ce soit affectif, peu importe, là, dépendance à l'alcool, whatever, c'est le contrôle. On ne fera pas un enseignement ce matin. Puis, tu sais, je veux que les gens sachent là, que le but, ce n'est pas d'être lourd à 8h30. Là, Ouais, ouais, c'est ouais. vraiment de l'enseignement ou pour amener des pistes de réflexion, dans le fond, pour voir, moi, je suis rendu où là-dedans, dans ma consommation, par exemple, d'alcool. Puis, le contrôle, c'est l'espèce de mécanisme de défense de l'ego. Hein, on parle souvent de ça, hein, ah, ça c'était ton ego, ah, ça c'est son ego. Dans le fond, l'ego, c'est comme ta personnalité qui veut te faire, qui veut t'aider à survivre.
OK? Donc, l'ego, l'orgueil et tout ça, c'est le contraire de l'humilité. Hein? Puis l'humilité, ben, pour être capable d'admettre qu'on a une problématique de dépendance, bien évidemment qu'il faut de l'humilité. Oui, Fait oui. que c'est difficile pour plusieurs personnes d'en arriver à faire comme « Hey, tu sais quoi, je pense que j'ai un problème. » Parce que il y a toujours l'ego qui te dit, tu as un petit message dans toi qui te dit, une petite voix qui te dit « Alors, tu as déjà été capable de boire normalement, là, c'est bien correct, là, tu vas y arriver, retourne d'où ce que tu venais. » Non, c'est une maladie. Quand tu as franchi la ligne puis que tu as basculé, là, tu peux plus revenir. Tu peux pas revenir à avant, tu sais, mais ça va prendre du temps, souvent, avant qu'on l'admette. Fait qu'on va tester plein d'affaires. « Ah, aujourd'hui, je vais en boire juste une. Ah, là, je vais essayer de prendre une pas d'alcool, puis après ça, une d'alcool. Puis là, ah, mais là, je vais essayer de... » Il y a plein de tentatives, tu sais, pour... mais c'est le contrôle, Patrick, qui va faire en sorte, quand on a à quoi de dur, là, qui va faire en sorte qu'on n'admettra pas qu'on perd le contrôle, justement, face à l'alcool. Est-ce que les gens qui réalisent à un certain moment donné qu'il y a un problème, est-ce que c'est souvent dû à, à un événement qui pète d'en face, peu importe lequel? C'est-tu à ce moment-là que les gens font « Ouais, je pense que je peux pas descendre plus bas ». Ben oui, souvent, mais je ne suis pas capable de dire que c'est toujours ça parce que de plus OK? en plus, moi, je trouve ça extraordinaire, là, j'ai des jeunes de 19-20 ans, là, qui ne sont OK? pas encore dans le bas fond, mais qui se disent « Hey, tu sais quoi, moi, je pense que j'ai un problème. » Puis, fait que les gens n'attendent pas nécessairement de rentrer dans le mur. Mais souvent, c'est quand on rentre dans le mur qu'on capitule, donc qu'on lève le drapeau blanc vraiment, puis qu'on dit « OK, là, j'ai fait le tour des essais, ça ne fonctionne pas. » Fait que tu as raison d'une certaine façon, mais il y a des gens qui vont venir, dès qu'ils vont ressentir qu'il y a un problème, vont consulter, puis vont dire « Hey, j'ai quelque chose, là, il se passe quelque chose. À toutes les fois que je suis triste, je m'ouvre une bouteille. À chaque fois que je suis en maudit, je m'ouvre une bouteille. Quand je suis anxieux ou anxieuse le soir puis que j'ai rien à faire parce que je suis seule avec moi-même, je m'ouvre une bouteille. » Fait que les gens commencent à comprendre que hey, je m'auto-médicamente avec l'alcool ou le pot, ça peut être autre chose, là, mais là, on parle d'alcool ce matin. Oui, Fait que oui. souvent, c'est je m'auto-médicamente, tu sais. J'ai un déficit d'attention avec hyperactivité. Je prends de la coke. Mais c'est parce que tu t'automédicamentes, tu sais? Donc, c'est important de comprendre ça. Souvent, on va penser aussi que l'alcoolisme, c'est un symptôme de quelque chose. Hein? Souvent, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler comme ça de quelqu'un, que quelqu'un disait ça dans ton entourage, mais mettons, exemple, ah, moi, j'ai commencé à boire quand je suis allée consulter mon médecin, puis il m'a dit que j'étais en dépression. Je me suis rendu compte qu'en dépression, j'ai commencé tranquillement pas vite à boire, puis là, j'ai augmenté mes consommations. Fait que quand ma dépression va être guérie, ben, je pense que je vais être correcte. Non. Puis je dis non, tant mieux si ça t'arrive, là. Tu sais, je ne veux pas condamner tout le monde, là. Mais en général, il faut comprendre que la dépression, c'est une maladie. C'est dans le DSM-5, qui est l'espèce de Bible, le dictionnaire des troubles de santé mentale que les psychiatres utilisent, mettons. Puis je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. Inquiétez-vous pas, je ne fais pas de diagnostic. Ce n'est pas mon rôle à moi. Moi, j'accompagne des gens qui veulent s'en sortir au niveau des dépendances, mais je ne suis pas du tout dans ce domaine-là. Mais juste pour vous donner de l'info, là, l'espèce de dictionnaire des troubles de santé mentale, la dépression fait partie d'une maladie, c'est un diagnostic. Le trouble de l'alcool, c'est un diagnostic. Donc, ce n'est pas un et le symptôme de l'autre, c'est deux problématiques de santé mentale qui vont effectivement, ils peuvent s'influencer les uns et les autres ensemble, mais un n'est pas le symptôme de l'autre. OK. C'est pas quand je règle une affaire, l'autre s'en va. Je l'ai développé, c'est développé. C'est toujours important de le savoir quand même. Mais revenons à... Oui. Quand les gens... Non, c'est intéressant. Excuse-moi, parce que je peux pas... Non. Moi, j'adore ça. Puis, moi, être franc avec toi, là, quand on se parle de même, là, la spécialiste, c'est toi, là. OK? Puis, j'ai toujours 8 questions dans la poche en arrière, là. J'adore, OK? Quand les gens arrivent dans ton cabinet, ben, première des choses, là, mettons qu'on parle quand les gens réalisent, ah ouais, moi, je pense que vraiment...
J'ai pris mon auto une fois de trop, mettons, au volant. Quelqu'un qui s'en sort tout le temps, puis que là, il réalise qu'il s'est comme endormi au volant, puis qu'il s'est presque tué, mais finalement, Ouais. il s'est réveillé. Il a dit l'événement déclencheur au volant qui fait comme ouf, j'ai pas tué personne, il y a personne qui m'a vu, mais j'aurais pu mourir, c'est assez, c'est l'événement. Ouais. Quelles sont les premières étapes qu'une personne comme ça doit engranger, engendrer? Ben, en fait, tu parles à partir du moment où il est à bout, là, puis qu'il réalise que rien ne va plus. Là. Exactement, Ben, dans le exactement. fond, les premières étapes, bien évidemment, déjà d'admettre, c'est un gros morceau. Là. Fait que après ça, ben, comme je disais, ça prend de l'humilité, mais il faut demander de l'aide. C'est hyper important. Puis tout dépendant du besoin, il y a des thérapies à l'interne pour les gens qui ont besoin d'un arrêt d'agir parce qu'ils ne sont pas du tout capables d'arrêter dans leur quotidien. Mais il y a aussi, comme moi, ce que j'offre, une thérapie à l'externe. Donc, on travaille avec le quotidien. Donc, la personne doit voir qu'est-ce qui me convient par rapport à ma problématique, à ma situation. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de manquer le travail. Là. C'est triste parce que des fois, un arrêt d'agir, c'est vraiment important, mais des fois, c'est la réalité. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens non plus qui n'ont pas les moyens de payer un 4-5 000 $ pour un 3 semaines à l'interne. Puis, ce n'est pas tous les employeurs qui ont un programme d'aide aux employés. Ce n'est pas tout le monde qui offre cette aide-là. Donc, des fois, ça peut être une bonne alternative d'aller demander de l'aide dans la thérapie externe. Moi, j'offre aussi des journées complètes d'ateliers, conférences sur le domaine. Les gens ont des travaux, des pistes de réflexion, un accompagnement et tout. Fait que ça peut être aussi... Il y a plein de possibilités, mais que la personne puisse commencer à dire qu'est-ce qui me conviendrait, mais de laisser aller surtout le contrôle. Ouais, non, je pense que je vais être correct seul là, avec un... Ah oui, une fois de temps en temps, une thérapeute en dépendance à l'externe, ça va être correct. Non, non. Je vais écouter une vidéo YouTube puis je vais être correct, là. Oui, c'est ça, tu sais. Mais il y a quelque chose que je trouve intéressant. J'ai le goût de faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu as dit tantôt. Tu sais, le gars, bon, ou la fille, tu sais, s'endort au volant, se dit, ah, j'ai tué personne et tout. Moi, j'ai le goût de jaser d'un événement. Moi, j'ai suivi un homme pendant plusieurs semaines, juste pour vous dire l'espèce de j'ai tué personne. Ouais, OK. J'ai énormément de clientèle, moi, qui ont une pipette dans le char, là, pour partir l'auto, un ivresse-mètre. Puis, souvent, ce que j'entends pour la déculpabilisation, là, c'est « Ah, mais j'ai tué personne. » Ouais. C'est comme si ça vient faire du pouce sur ce que je te disais tantôt, là, une petite bière. J'ai juste pris une petite bière, tu sais. Non, non, t'es alcoolique, t'en as pris 12. C'est comme, t'as pas pris une petite bière pendant qu'il faisait beau, là, tu sais. Fait que, des fois, tu sais, c'est important de comprendre qu'on va se déculpabiliser, on va minimiser, toujours pour l'ego, l'orgueil, manque d'humilité. On a de la difficulté, il y a des résistances à admettre une faiblesse parce qu'on voit ça comme une faiblesse. Je ne suis pas capable de me contrôler, je suis faible. Donc, l'ego va tout de suite résister puis dire non, 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 je ne suis pas faible, moi, il va y arriver. Donc, on va minimiser les conséquences en se disant j'ai tué personne. Moi, j'ai envie de te partager l'histoire de ce gars-là. OK. Ça fait plusieurs moments que je l'ai accompagné, cet homme-là, et cet homme-là avait ce discours-là de je ne tue personne, il n'y a rien qu'à moi, je fais du mal, puis je ne fais pas de mal parce que moi, je pense que je suis correct. Puis quand j'arrive chez nous en char, je ne sais pas trop comment j'ai fait pour me rendre, mais je me dis, tout est correct, tu sais. Oui, il faut que je souffre dans un ivresse-au-maître, mais j'ai tué personne. Bien, la raison, lui, quand tu parlais de bas fond, là, la raison pour laquelle lui a décidé de me consulter, c'est pas je me sens pas bien avec ma problématique, c'est oh, j'ai tué quelqu'un sur la route. OK. OK? Et là, lui, pendant 20 ans, je pense que c'était ça, 17-20 ans, il a bu en se disant moi, je tue personne, c'est moi que je fais du mal, c'est moi que je détruis en buvant, tatati tatata. Jusqu'au jour où il rentre dans mon bureau puis il me dit, en pleurant, il s'était liquéfié. Puis il m'a dit tabarnane, Cathy, je passe en cours, j'ai tué quelqu'un et je ne me souviens pas de rien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme-là va être condamné pour homicide involontaire, par exemple. Je ne sais pas, j'ai aucune idée, je ne le vois plus. Mais il a été condamné, mais je n'ai pas suivi mais il n'y a aucun souvenir.
Fait que c'est comme si je te disais, hey Patrick, t'as tué quelqu'un. Ben voyons, pas tué quelqu'un, j'étais au camping, là. Non, non, t'as tué quelqu'un. Ben voyons, pas tué quelqu'un, là. Fait que tu vas être en prison puis tu sais pas ce que t'as fait. T'as pas aucun souvenir d'avoir pris l'auto, d'avoir tué quelqu'un, puis de t'être fait arrêter. Le seul souvenir que t'as, c'est, mettons, vendredi après-midi, tu t'ouvres un premier verre, une première bouteille, puis tu te retrouves arrêté le lendemain, dans la nuit, mettons, puis on te dit, t'as tué quelqu'un. Lui, aucun souvenir de rien. Comment tu penses qu'il va vivre sa vie, lui, en dedans, en se disant, crime, j'ai rien fait. Je comprends pas, si j'ai pas de souvenir. il peut même pas, il peut rien faire, là. Il a aucun souvenir. On lui dit, t'as tué quelqu'un, puis il le sait pas. Alors moi, ça, là, je trouve ça plate que les gens attendent de vivre ça pour dire, je trouve ça dommage qu'il y ait une résistance jusqu'à temps que ça arrive. Ouais, mais moi, ça ne m'arrivera pas, cette affaire-là. Ah, OK, je te le souhaite. Mais, tu sais, tu comprends? C'est gros, là, c'est grave, là. Je te confirme que je comprends chacun des mots que tu dis aujourd'hui. Oui. Fait que ça, c'est mon client là, qui vraiment m'a consulté puis était dévasté. Là, puis c'est dur de travailler ce que la personne ressent quand elle ne sait pas ce qu'elle vit. Elle ne comprend pas ce qui se passe. En tant que thérapeute, qu'est-ce que tu fais d'une situation comme ça, toi? Tu veux dire, à un moment donné, tes outils, là, okay, t'as tes livres d'outils, là, t'as tous tes cahiers Canada, là, mais le souvenir de la page blanche, là, de ah ben écoute, j'ai tué quelqu'un, mais j'ai aucun souvenir. Comment tu abordes ça, toi, en tant que thérapeute? Bien, on aborde beaucoup le ici maintenant. On aborde beaucoup, en fait, je laisse la personne me parler surtout des émotions qu'elle ressent. Je la laisse se libérer, si on veut, de toute son incompréhension, de ses résistances, mais on va parler de ce qu'elle se souvient. Bien sûr qu'on ne focusera pas sur la conséquence. On n'a pas de pouvoir, c'est fait. Tu sais, il a tué quelqu'un, on ne peut pas. Mais on peut aller faire de la prévention pour qu'il prenne soin de lui à partir de maintenant, puis qu'il puisse éviter de rechuter à nouveau dans l'alcool, puis que cet événement-là, bien qu'il n'ait aucun souvenir, ait été assez impactant pour qu'il se dise « j'ai clairement un problème de consommation ». Puis, tu sais, fait qu'on va aller travailler vraiment sur tout ce qui est émotion, ressenti en dedans. On va aller, moi, je le guide vraiment pour aller vers aussi une introspection. Qu'est-ce qui l'a amené à résister aussi longtemps aussi? Mais il y a plein de pistes, ça dépend toujours de... Quand on me consulte, je te l'ai dit la dernière fois, hein, je me laisse guider par rapport à ce que l'autre qui me consulte va vouloir nommer aussi. Je ne suis pas, comme je dis, je ne suis pas psychologue, on ne traite pas l'enfant, je ne suis pas là-dedans. Moi, je vais t'accompagner en fonction de ce qui est là. De qu'est-ce que toi, tu sens qu'il faut que tu changes, de ce que toi, tu as eu comme prise de conscience. Puis moi, je vais te guider, je vais te donner des outils concrets vraiment pour que tu puisses déprogrammer ton mental parce qu'on a on a des discours intérieurs qui sont vraiment répétitifs, continus, qui nous sabotent, qui nous amènent vers une destruction. Fait que moi, je vais aider la personne à aller vers l'amour de soi, à être capable d'être dans le pardon aussi éventuellement, parce que bien qu'il n'y ait aucun souvenir, mais imagine la difficulté, là. Il faut que tu te pardonnes. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Il faut que tu crois les autres. Il faut que tu crois les autres qui te disent tu as tué quelqu'un. C'est invraisemblable, tu sais. Lui, la seule chose qu'il fait, c'est d'être menotté. Oui, oui. Puis en même temps, tu as détruit la vie d'une personne que tu as tuée. Exact. Mais les conséquences vont bien au-delà de ça. Oui, ta vie, tu peux toujours rebâtir ta vie, mais les conséquences autour de ça, des gens, c'est majeur, là. Parce que les autres vivent un tourbillon autour de ça pour un événement que tu te souviens plus. Il y a des gens qui n'ont plus de frères, qui n'ont plus de petites sœurs à cause d'un événement comme ça. Tout le jugement en arrière de ça, c'est un tourbillon qui est majeur pour cette personne-là qui tue quelqu'un. Il y a énormément de dommages collatéraux.
autant dans la vie de cet homme-là par rapport à lui, ses enfants, lui, sa femme, qui était déjà pas mal, de mon souvenir, à bout de l'alcoolisme de son mari. Donc, les enfants qui perdent un père, mais qu'en même temps, ils sont dans le ressentiment face au père, sont fâchés contre lui. Ils n'ont même pas le goût de l'accompagner dans ce qu'il vit parce qu'il se dit tu le mérites. Tu sais, il y a beaucoup de ressentiment, même dans son noyau à lui. Mais en plus de ça, les dommages collatéraux, c'est toutes les personnes raboutées à cet événement-là qui n'ont rien demandé, là. Je veux dire, eux autres non plus, là, je veux dire, ils ont perdu, comme tu dis, tu sais, un enfant, un parent, peu importe, un frère, une sœur. Alors, c'est beaucoup de vies affectées pour « ça m'arrive pas à moi, ces affaires-là, je suis chanceux. Je tue personne. » Fait que c'est de prendre conscience à quel point la résistance au changement, la résistance d'aller dans l'humilité, dans l'introspection, de dire « Hey, j'ai un problème », la résistance à admettre que tu as un problème, c'est de réaliser à quel point ça peut t'amener et ça peut amener d'autres personnes dans quelque chose d'irréparable. Là. C'est effrayant, là, les conséquences. Puis au niveau de la famille, tu parlais de la femme, mettons, et de la fille qui est à bout, qui le dit au chum, toujours sous, esti, t'es tannant, et tu sais. Il y a une culpabilité là-dedans parce qu'eux ont essayé fort. Là. Ils ont travaillé le dossier, mais le bonhomme ne voulait pas écouter là, dans ta situation que tu me parles. Là. Oui. Comme je disais, j'accompagne des gens sur le plan affectif, mais j'ai beaucoup, beaucoup de codépendants dans ma clientèle. Des codépendants, c'est justement ceux qui se retrouvent dans l'entourage, mettons, du dépendant, de l'alcoolique ou du toxicomane. Et c'est pour ça que je disais tantôt que toutes ces problématiques-là sont à la base reliées au contrôle. Donc, les personnes de l'entourage vont tomber dans le contrôle, vont contrôler, observer la consommation de leur... Là, on parle d'un mari, bon, observer la consommation du conjoint, observer où c'est que tu t'en vas, pourquoi tu t'arranges de même. Là, tu en as assez bu. Là, fait que là, ils tombent dans le contrôle, les soupirs, les frustrations, les ultimatums, la colère, le ressentiment, les crises. Il y a énormément de codépendants qui ont des idées suicidaires parce qu'ils sont épuisés de vouloir plus fort que la personne souffrante d'alcoolisme ou de toxicomanie. Donc, c'est grave. Les gens minimisent cette affaire-là, tu sais. Souvent, quand on est codépendant aussi, puis j'en suis une, hein, tu sais, fait que je le sais ce que c'est. Je suis passée au travers de ça. Donc, c'est qu'à un moment donné, tu penses que tu n'es pas à la hauteur, tu penses que tu n'es pas assez intéressante ou aimable pour que l'autre arrête, parce que là, parce que le codépendant, bien que ce soit un sauveur, il est très égoïste. Il fait ça pour être bien. Il veut que l'autre arrête parce qu'il n'est pas bien, mais alors qu'il pourrait quitter. Mais c'est pas simple, là. Pas simple. Non, mais là, t'embarques, c'est ça, t'embarques dans, on peut dire, le syndrome de la femme battue. Je veux pas le laisser, je l'aime même s'il me frappe, là, dans le fond. Je veux pas laisser la personne, même si elle fait du mal parce que je l'aime, là, tu sais. Il est tellement fin quand il boit pas. Il est tellement il est tellement attentionné quand il boit pas. Il a tellement une belle personnalité. Puis ce qui est très drôle, là, puis c'est pas le vrai drôle, là, mais ce qui est spécial, c'est que j'entends souvent en accompagnant des femmes d'alcooliques, qui souffrent énormément. Ces femmes-là souffrent énormément. En fait, on travaille le détachement avec amour. Donc, continuer d'aimer, mais en se détachant tranquillement plutôt que d'être des bottines de son chum alcoolique, par exemple. On va se regarder nous, puis on va focusser sur nos bottines à nous, tu sais. Mais ce que j'entends souvent, c'est « Ah, ben là, mon mari, il a commencé à consulter ou ma femme a commencé à consulter parce que je l'écœure depuis des années pour qu'il consulte parce que je suis écœurée, tu sais. Mais on dirait que j'aime moins ça, là. On dirait que j'aimais mieux quand il buvait ou quand elle buvait. Puis là, je suis comme, ah, c'est intéressant, ça. Pourquoi? Parce que tu ne contrôles plus. Tu sais, les deux ont quelque chose à aller travailler. Là, c'est pas juste la personne qui a des problèmes de conso, là. La personne à côté du consommateur ou de la consommatrice d'alcool ou peu importe, elle a des choses à se regarder, elle a des affaires. Ça a l'avantage d'être avec quelqu'un qui souffre parce qu'elle se valorise dans le sauvetage de l'autre. Donc, tu sais, c'est toutes des petites affaires comme ça qu'on va travailler ensemble. Tu sais, en thérapie,
c'est intéressant, là, tu sais. Puis c'est sûr que s'il y a des choses plus profondes à aller regarder, moi, je vais les référer vers un psychologue ou une psychologue ou vers quelqu'un vraiment qui peut aller en profondeur, tu sais, avec leurs problématiques. Mais c'est toujours intéressant d'aller dans ces zones-là. C'est clair. Ouais. En terminant, c'est quoi y a-t-il possibilité pour la plupart des gens qui désirent s'en sortir de s'en sortir? Ben oui. Tellement. Tellement. On pense que ça va être un combat de tous les jours, là, puis ça va être l'enfer et tout, là, mais non. Le premier pas le plus important, c'est d'admettre qu'on a une problématique. Dès que vous commencez à... Parce que ça, on me le dit souvent, dès que vous commencez à vous dire il me semble que je bois trop, le plus ces temps-ci, je sais pas trop, là, on dirait que j'ai peut-être une petite problématique. C'est parce qu'il y a un problème. Les gens qui n'ont pas de problème, là, à moins d'être dans le gros déni, ils ne se posent pas de questions. Fait que si vous commencez déjà à vous observer et vous poser des petites questions, fait que le premier pas, c'est d'admettre, demander de l'aide. Après ça, là, vous allez sentir que tout est possible. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas un rush, que vous n'aurez pas des envies. C'est clair, ça vient avec le rétablissement d'une dépendance. Mais c'est pas vrai que c'est l'enfer à tous les jours. Il y a des jours que c'est chiant, des jours ça va bien. Puis à un moment donné, on fait comme hey, ça fait 6 mois, je suis fière de moi, puis ça passe, tu sais. Mais être accompagné, ne faites pas ça seul. C'est ça qui est important. Donc, si vous avez une problématique, vous sentez que vous n'êtes pas bien, demandez de l'aide. Robin nous dit bon sujet, c'était mon problème que j'avais il y a 16 ans. C'était exactement moi que tu parles. Ben, Et bravo, Robin, je Robin. pense qu'il s'en est sorti très Oui, bien bravo si aujourd'hui. tu t'en es sorti, Robin, puis parle de ton expérience, tu sens qu'il y a quelqu'un qui a besoin, ça aide toujours d'entendre. Des fois, ça prend ça pour se... Est-ce que la solution est toujours pour un alcoolique de tomber à alcool zéro ou il peut arriver que tu as des alcooliques qui sont capables de reprendre contrôle et boire socialement et être capable d'arrêter, on va dire, après 3 consommations, dire non, moi j'ai mes 3 consommations, je ne vais pas plus loin que ça, j'aime l'alcool, je veux boire socialement, j'arrête là. Ça se peut-tu, ça, ou c'est vraiment toujours le principe d'alcool zéro, pratiquement à 100% du temps? Tu vois-tu ma face, là? Écoute, moi, je ne condamne pas personne. Il y a des gens qui accompagnent, tu sais, comme les CRD, qui se trouvent avec les centres de réadaptation en dépendance, qui c'est gouvernemental, qui vont aller, qui vont accompagner des gens autant dans leur désir de boire de façon modérée que dans leur abstinence. Donc, moi, je vous conseille fortement de demander de l'aide à ces organismes-là. Ben, ce n'est pas un organisme, c'est vraiment un CRD, là, c'est comme un CIUS, là. Eux, ils vont vous guider vers ce que vous voulez. Mais moi, ça fait plus de 15-16 ans que je travaille avec des dépendants. Moi, j'y crois pas. Donc, j'y crois pas. Puis, fait que consultez-moi pas si vous voulez boire contrôlé. OK. Vous allez, ça marchera pas pour moi. Si vous désirez vivre ressentir vos émotions à froid, vous aurez plus envie d'engourdir. Vous n'aurez plus envie d'engourdir. Vous allez ressentir votre vie à froid. Vous allez cesser de rêver votre vie. Vous allez la vivre. Donc, l'idée, c'est que quand on tient absolument à l'alcool, posez-vous la question, pourquoi vous tenez absolument à l'alcool? Pourquoi il faut absolument que vous continuiez d'avoir de l'alcool dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que c'est pas genre hey, moi, c'était pas bon pour moi, on boit d'autres choses, tu sais? Non, ça veut dire qu'il y a une petite résistance à lâcher prise sur l'alcool. Donc, oui, mais le social, oui, pourquoi tu associes l'alcool à te faire des amis? Ouais, mais c'est parce qu'on a un petit peu feeling. Ben, c'est ça. C'est là. Tu vois, tu veux le feeling. Donc, questionnez-vous. Puis, je vous juge pas parce que je sais que des fois, ça se peut que ça fonctionne bien. Mais moi, c'est juste que si je fais une moyenne, c'est pas ce que je vois. Des fois, là, la rechute, elle arrive 2-3 ans plus tard. Là. C'est pas nécessairement. Tu sais, au début, on va essayer de boire contrôlé, puis on va dire, hey, ça marche, content, parce que vous êtes sur le contrôle, puis vous êtes sur votre ego de dire, hey, je suis bon, je suis bonne. Mais à un moment donné, il va arriver un gros morceau, tu vas t'être levé le matin, tu ne fileras pas. Il va arriver un gros événement, une émotion désagréable que tu vas dire, ah, sacrifice, check-toi bien, ouvrir ta bière. Bref, on jase, là. Oui. Ben oui. OK. Très bon. Merci.
encore une fois, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. C'est une situation. Bon, ouais, mais écoute, je vais entendre parler de toi toute la semaine. Là. C'est ça. Et puis, écoute, on va continuer à regarder l'actualité, voir où ça nous amène dans nos prochains sujets, parce que franchement, aujourd'hui, là, c'est un sujet profond que tu viens de nous parler aujourd'hui, Cathy. Oui, merci. Si on veut te parler, on te parle où et comment? CathyDucharme.com, c'est ma page web. Fait que vous pouvez m'écrire directement par là. Vous pouvez avoir accès à tous mes ateliers, à toutes mes affaires. Vous pouvez tout. Puis il y a le Facebook, je suis sur TikTok. Vous pouvez me trouver partout, CathyDucharme.com. Vous avez accès à mes podcasts. Tout est là. Merci, Cathy. Merci à toi. Au revoir. Bonne journée. Cathy Ducharme, une perle. Cette entrevue-là va être évidemment isolée, mise sur Spotify. Si vous avez, et sur Facebook, YouTube, partout. Tu sais, des fois, si vous avez des gens dans votre entourage qui ont, comme ça, des fois, de la misère. Au départ, à avouer, tu sais, ben non. Comme elle disait, à travers ce qu'on a dit, et pas tuer personne. Ouais. Et comme disait Fred plus tôt aujourd'hui, vous pouvez essayer d'ouvrir la discussion, dire « Hey, moi je connais un bonhomme qui fait de la radio dans sa roulotte. Un podcast. Le gars parle à une intervenante. Puis j'ai une demi-heure de radio à te faire écouter, de podcast à te faire écouter. Fait que peut-être qu'il ne voudra pas. Peut-être qu'il va vouloir. Vous lui ferez écouter. Si vous en avez l'occasion. Peut-être que ça va y allumer une cloche. Parce que moi, je pense que la demi-heure qu'on vient de faire là est plus efficace que n'importe quelle 5 minutes à RDI. Des fois, quand il y a un cas de suicide, vous dites « Oh, parlez du suicide! » Oui, parlez du suicide, esti, parlez du suicide. Oui. Et on dit parler du suicide, mais il n'y a personne qui en parle. Personne pareil. Puis là, une fois de temps en temps, là, écoute, la semaine du suicide, là, on parle du suicide 3 jours. Il y en a matin, c'est des suicides, là. Donc, dans cette histoire-là, si vous avez l'occasion, faites écouter cette vidéo-là ou partagez-la. Elle va être disponible là, sur Facebook d'ici peut-être. Tu sais, le temps que l'ordinateur procède, la patente, là, tu sais, ça prend du temps. Là, c'est quand même 2h05 de vidéo là, d'une shot. Là, c'est lourd, là, tu sais. Fait que d'ici l'avant-midi, ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. Partagez-la. Partagez-la en grand nombre. Et puis dites-le au monde. Tu sais, partagez la nouvelle de... Vous avez quelqu'un qui a la misère avec l'alcool, faites-lui écouter ceci. Peut-être que la personne va, elle, le voir passer, puis en hypocrite, elle va l'écouter. Mais c'est ça, c'est disponible aussi sur Spotify. Ça va être disponible sur Spotify au cours de la journée.